D'un côté, les pouvoirs, qu'ils soient politiques, religieux ou scientifiques, ont tendance à nous délivrer leur version de la vérité, leur version du réel, ainsi que les règles à suivre pour faire partie de cette vérité et de ce réel. De l'autre, la puissance dont je parlais précédemment nous fait éprouver notre propre vérité et réelle, et cela donne un sens à la vie qui nous est propre. Or, il arrive que les deux ne coïncident pas toujours et peinent à s'harmoniser chez une personne. Toute la difficulté consiste alors à trouver un compromis entre les deux. Entendons-nous, le propos n'est pas de dire ici que les règles, les savoirs et les principes émis par une figure d'autorité, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ne sont pas souhaitables, bien au contraire, car ils permettent de vivre ensemble sous la forme d'un pacte social, que nous appelons contrat social. Il est important de connaître les règles du vivre en société et de les respecter a priori. Je dis bien a priori, c'est-à-dire tant qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Ce point est pour moi acquis. Cela étant dit, personne n'est légitime pour décider de ce qui est bon pour nous, ni ce qui doit faire vérité dans notre existence. Par conséquent, conservons un certain recul vis-à-vis des règles et des principes institutionnels. Si apprendre les règles de la vie en société fait partie des fondamentaux, par contre, en dépendre pour penser et décider de toute chose dans sa vie pose un problème parfaitement comparable à l'addiction. En général, l'addiction institutionnelle se manifeste chez un individu par une envie permanente de consommer plus de réglementation, plus d'administration, plus de contrôle, plus de consignes, plus de sécurisation, et ainsi de suite. Cette dépendance au règlement touche aussi bien des personnes de droite que de gauche, et elle est peut-être pire que la lassitude aux psychotropes, car elle se cache sous des apparences de conformité citoyenne, de bon droit, de république, de démocratie, ce qui n'est généralement pas le cas des drogués ou des alcooliques que tu repères assez vite. Cette addiction est sans produit, elle est clean, pourrait-on dire, sans stupéfiant, car c'est une addiction à un comportement, et en l'occurrence ici, la règle, la réglementation. Mais toutes les addictions nécessitent d'engager un sevrage. Quand tu es concerné par ce type d'addiction comportementale, tu ne penses plus ta vie en fonction de critères intimes ou de tes appels intérieurs. Tu te réfères en priorité à des idéologies existantes, à des traditions ou des principes calibrés et prémâchés par ta société. Il s'agisse de principes scientifiques, philosophiques, psychologiques, historiques ou autres. C'est-à-dire ce qu'on appelle des habitudes de pensée, qui sont des dispositions d'esprit auxquelles ta psyché est habituée depuis l'enfance. Par exemple, s'agissant du travail, l'addiction prend la forme d'une obsession pour son activité professionnelle, au point que l'on perd l'énergie, d'abord, puis la capacité à projeter sa vie en dehors de ce contexte. Ce type d'addiction est non seulement admis par le système, mais encouragé et récompensé. Oui, il s'agit bien de ce qu'on appelle un engramme, c'est-à-dire d'une trace mémorielle et d'une empreinte indélébile dans le cerveau et dont on ne se défait pas si facilement. Le contre-coup de cette dépendance au travail est repérable dans la dépression vécue par certains retraités qui dépriment ou plongent dans le blues dès l'arrêt de leur activité pro. En perdant son statut social, la personne retraitée peut éprouver une grande vulnérabilité, voire tomber malade. On sait que le sevrage du travail peut être un moment très difficile. Alors, à l'inverse, idem pour les plus jeunes qui, au contraire, n'en trouvant plus, ou pas ou plus, sombrent dans la pauvreté au point de vivre parfois aussi une dépression, pouvant conduire à une forme de déchéance comme l'alcool ou les stupéfiants, voire au suicide. Contrairement à ce que l'on pense, les addictions comportementales sont aussi dramatiques que les addictions aux substances connues comme la cocaïne ou autres drogues. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles avancent masquées
qu'elles ont des conséquences physiques et psychologiques camouflées sous des apparences de normalité. Ce qui est mis en cause dans l'addiction comportementale, c'est l'excès de quelque chose qui ne semble pas nocif au départ, mais qui conduit à l'installation progressive d'une perte de contrôle de soi ou de sa pensée. Le cerveau, habitué à tel ou tel comportement ou mode de pensée, va en réclamer ou en accepter davantage. Par exemple, plus de paris, plus de défis sportifs ou sexuels, plus de virtuels, plus de shopping, plus de téléphone portable, plus de tranquillisants, plus de primes ou de reconnaissance dans son travail, et ainsi de suite. Tous ces comportements à répétition s'associent chez la personne à l'idée qu'il s'agit d'un passage obligé, alors qu'il n'en est rien. On veut plus de shopping ou plus de reconnaissance dans son travail, comme on veut plus de réglementation. Et l'on éprouve stress et angoisse si cela n'arrive pas. La dépendance existe dans tous ces cas. Ce n'est que l'objet convoité qui diffère. Et lorsqu'on veut plus de réglementation, plus de lois, plus de contrôle, plus d'État, on exprime une dépendance à la normalité. C'est ce que j'appelle une dépendance normative. Les addictions normatives sont dévoreuses de règles. Elles appellent à toujours plus de conformité, car la mémoire est prisonnière d'une habitude de faire, d'être ou de penser. Plus cette mémoire s'enracine tôt dans la vie, ou bien se passe de génération en génération, plus elle est difficile à dissoudre et à remettre en question. Contre-exemple, dans un domaine différent que le travail, si connaître et apprécier à sa juste valeur les principes émis par la communauté scientifique fait partie de ce qui est bon d'apprendre, dépendre du paradigme scientifique pour penser le monde, penser son monde, n'est pas sagesse ni raison, mais addiction. Un paradigme est un modèle de connaissance qui fait autorité à un moment donné, c'est-à-dire pour un temps, il permet de normer le monde. Et il crée des règles, mais il est voué à être remplacé par un autre qui va ouvrir la voie à une autre vision du monde. Thomas Kuhn a parfaitement montré cela en 1962 dans son ouvrage La structure de révolution scientifique. Et juste, j'ajoute que ceci est valable pour toute forme de connaissance et de conduite et pas seulement en matière de science. Dernier exemple, une personne sous addiction normée pourra parfaitement passer politiquement de droite à gauche ou de gauche à droite, extrême ou pas. Mais elle sera généralement incapable de changer carrément de modèle politique et d'envisager l'avenir de la cité hors de ce clivage parce que sa psyché est devenue dépendante de ce clivage. Et même si elle critique l'un et l'autre, même si elle critique la droite et la gauche et la droite, elle y reviendra. Sauf si elle a travaillé sur sa dépendance. La bonne nouvelle, c'est que ce ouvrage collectif est peut-être bien en cours, car le clivage politique droite-gauche fait moins d'émules que par le passé. En écoutant les personnes, on se rend compte qu'elles ne se reconnaissent plus tout à fait, disons, dans ce duel historique. En même temps, on constate que la dépendance perdure, puisqu'il suffit de faire un appel au loup lors d'une élection, de créer volontairement une peur politique, pour que beaucoup de citoyens retombent dans ces vieux schémas duels. Signe donc que le sevrage collectif n'est pas terminé. Reconnaissons que l'épisode Covid fut l'occasion de faire le point sur ce que chacun pouvait consentir et accepter en matière de règles. Chacun a été invité à se positionner. Certains ont donné leur consentement à ces mesures gouvernementales. D'autres en furent plus ou moins otages, ou firent des choix financiers et ludiques. Par exemple, je consens à me vacciner pour mes finances ou bien pour continuer de voyager, ou les deux. Tandis qu'une autre partie de la population en refusa le principe même. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous addicts à quelque chose. En prendre conscience est libérateur. Politiquement, chacun a le droit et le devoir de changer la règle, lorsque celle-ci n'est plus respectueuse du contrat social pour lequel, je le rappelle, nous avons cédé une part de notre liberté individuelle. Y parviendrons-nous? J'ose l'espérer.